C'était le 8 avril, le jour où la supraconductivité fut découverte. L'équipe de Kamerlingh-Onnes a démarré très tôt le matin, vers 6 ou 7 heures je pense. Ils ont commencé par liquéfier de l'hydrogène, car pour liquéfier de l'hélium, il fallait d'abord de l'hydrogène liquide. Kamerlingh-Onnes, lui, arriva dans son laboratoire aux alentours de 11 heures. Après avoir liquéfié de l'hélium, donc, il le transvasa dans un cryostat. La véritable expérience scientifique pouvait commencer. Pendant cette expérience, ils mesuraient la résistance de quelques métaux, comme le mercure, l'or, etc. À un moment donné du processus, il se trouva que la résistance électrique du mercure chutait à 0, d'un coup, ce qui fut une énorme surprise. Il y avait bien sûr beaucoup de techniciens dans l'équipe de Kamerlingh-Onnes. Je pense qu'ils étaient 4 ce jour-là. Il y avait M. Flimm, Gerrit Flimm, le cryogéniste. Il y avait Kamerlingh-Onnes, qui bien sûr dirigeait l'opération. Puis il y avait un assistant, Holst, qui mesurait la résistance dans une pièce à part, car le galvanomètre devait être très stable. Ils l'ont mis dans une autre pièce pour ne pas être dérangé par les coups et vibrations produits par les pompes dans la partie cryogénique du laboratoire. Dans l'équipe, il y avait aussi Dorsman, qui mesurait la température avec un thermomètre à gaz. Ils communiquaient tous avec Holst, l'assistant, qui mesurait la résistance dans l'autre pièce, en criant dans une sorte de tuyau d'environ 30 mètres de long. Ce fut bien Holst qui remarqua en premier l'étrange comportement du courant. Mais l'expérience dans son ensemble, de par sa préparation, incombait à Kamerlingh-Onnes. C'était le travail de toute une équipe, et il en était le responsable. Dire alors que c'était Holst qui avait découvert la supraconductivité est une interprétation très étrange de l'histoire. Pendant longtemps, on a cru que le carnet concernant 1911, qui traitait de la supraconductivité, était perdu. Mais il y a quelques mois, on a découvert que Kamerlingh-Onnes avait mal noté l'année. Il avait marqué 1910 au lieu de 1911. Cette erreur, ajoutée à une écriture fort difficile à déchiffrer, avait fourvoyé tout le monde. Ce n'est que depuis quelques mois que nous savons que Kamerlingh-Onnes était bien présent et qu'il avait lui-même conçu et mis en place l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que toutes les autres versions de l'histoire qui circulaient, bien que poétiques, étaient fausses. La résistance et l'intensité étaient mesurées grâce au courant électrique capable de traverser un dispositif sous tension. C'est la loi d'Ohm. On peut donc calculer la résistance si l'on connaît les autres variables. Si la résistance change, ça donne une autre intensité, ce qu'on mesure par compensation avec un pont de Wheatstone, ce qui est le nom technique pour ce genre de dispositif. La température était mesurée par un thermomètre à gaz selon la loi de Boyle-Mariotte et la loi de Gay-Lussac. Le dispositif était installé dans un cryostat, mais puisqu'un thermomètre à gaz était peu maniable et prenait beaucoup de temps, ils utilisaient toutes sortes de thermomètres à résistance, faits de fils d'or et de platine, ce qui était beaucoup plus pratique. À partir de 4,2 Kelvin, ils constatèrent la disparition de la résistance. Et bien évidemment, ils furent très surpris. D'abord, ils pensèrent qu'il devait y avoir un court-circuit ou un problème avec un des fils. Mais ils continuèrent l'expérience. Et quand ils réaugmentèrent la température, en faisant varier la pression au-dessus de l'hélium,
ils ont constaté que la résistance réapparaissait au-dessus de 4,2 Kelvin. Il y avait donc résistance jusqu'à 4,2 Kelvin et en dessous, elle disparaissait. Quand ils ont stabilisé la température, ils ont constaté que le comportement redevenait normal. Ils ont pensé à la possibilité d'un court-circuit, mais ce n'était pas le cas. C'était bien un véritable effet physique. L'hélium devient liquide autour de 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Si vous pompez pour extraire le gaz hélium qui stagne au-dessus de l'hélium liquide, la température chute à 1,5 Kelvin. Et en dessous de 2,2 Kelvin, l'hélium liquide devient superfluide. Lors de cette transition, il y a un nouveau phénomène qui s'opère. L'ébullition se calme, ce n'est plus aussi agité. Kamerlingh-Onnes a constaté cette superfluidité, mais il ne fit rien de plus à ce sujet, car il ne comprenait pas encore ce qu'il observait, et son raisonnement n'aboutit pas à une explication. En fait, la véritable découverte de la superfluidité n'eut lieu que dans les années 30 par Kapitsa, à Moscou. La supraconductivité fut découverte et mesurée dans du mercure congelé et un peu plus tard, en 1912, dans du plomb et de l'étain. Ces métaux ordinaires étaient beaucoup plus faciles à utiliser. Une boucle en plomb était fabriquée, dans laquelle était induit un courant. Puisqu'il n'y avait plus de résistance, le courant continuait de circuler en permanence. Une fois qu'un courant est présent dans une boucle, il reste là, même après quelques jours. On peut le voir, car bien sûr, un courant qui circule dans une boucle devient une sorte d'aimant. Donc si vous l'approchez avec un autre aimant, l'aiguille d'une boussole par exemple, vous pouvez voir que l'aiguille bouge. C'est comme ça qu'ils ont pu constater que le courant y était toujours et qu'il y restait pendant longtemps. Le but scientifique de Kamerlingh-Onnes était de tester les lois moléculaires de son compatriote Johannes Diederik van der Waals. Pour cela, il fallait travailler avec des gaz simples et ordinaires, comme de l'hélium et de l'hydrogène. Mais le grand désavantage de ces gaz était qu'ils ne devenaient liquides qu'à de très basses températures. Il fallut donc, à partir de rien, construire un laboratoire cryogénique. Ce n'était pas le but principal, mais simplement le moyen d'y arriver. Kamerlingh-Onnes était un vrai pionnier dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences fondamentales. Il avait un grand sens de l'organisation et une bonne équipe technique. Une armée d'ouvriers et d'ingénieurs l'assistaient dans le laboratoire et continuait à se former tout en travaillant. Il avait aussi un souffleur de verre allemand qui était extrêmement compétent. Kamerlingh-Onnes était évidemment un physicien très accompli, mais aussi très organisé. Il savait bien gérer les finances, ses rapports avec les autorités et très bien diriger son laboratoire.